tout le monde, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va répondre à toutes vos questions sur l'architecture d'intérieur, sur mes études, sur ma vie en général. Je réponds à tout. Avant de commencer la vidéo, je voulais vous dire merci parce qu'on vient d'atteindre les 10 000 abonnés sur YouTube. Vous êtes 10 000 ici, je trouve ça fou. Vous êtes beaucoup trop mignons en plus dans les commentaires, je sais même pas quoi dire, c'est juste trop chou. Merci pour tout l'amour que vous m'envoyez au quotidien parce que je reçois plein de commentaires de jeunes filles ou d'étudiants en général qui me demandent, qui me posent plein de questions, qui sont hyper intéressés par ce que je fais et tout, donc juste merci à vous. Et aujourd'hui je suis justement là pour regrouper toutes les questions qu'on me pose tout le temps. Étant donné qu'on me pose très souvent les mêmes questions, je pense que c'est hyper cohérent de faire une réponse générale à tout le monde, comme ça tout le monde peut avoir accès à ces infos en fait. Donc voilà, on peut commencer la vidéo maintenant. Pour cette vidéo je vous avais fait une boîte à questions en story Insta. Si vous voulez ne rien rater, allez sur Instagram en général, c'est là que je poste toutes mes stories et tout. Mon compte est juste là et je le mets en description. Du coup j'avais fait cette story où je vous demandais de me poser toutes les questions que vous avez en tête pour que je puisse y répondre ici, et j'avais laissé une petite boîte à questions, donc on va aller voir ça aujourd'hui. Et je vais essayer de répondre à tout, même si je vais pas pouvoir parce que je pense que la vidéo sera beaucoup trop longue sinon, mais je vais répondre à celles qui reviennent le plus souvent en fait. Donc la toute première question c'est: est-ce que tu peux parler un peu de ton école, les soucis, les plus, l'alternance, etc. Pour ceux qui le savent pas, je suis dans une école à Bordeaux et je suis en alternance actuellement parce que c'est ma 3e année. Donc je suis la formation architecture d'intérieur et design à l'ISA Bordeaux. Et en 3e année, dans ce campus spécifiquement, on a le droit à l'alternance, et ce qui est génial parce que ça réduit les coûts de la formation. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Ce que j'aime beaucoup avec cette formation, c'est justement l'alternance dès la 3e année jusqu'à la 5e année, ce qui n'est pas faisable dans toutes les écoles, faut faire attention à ça. Donc pour moi ça a vraiment été un énorme point positif parce que j'avais pas envie de rester à l'école pendant 5 ans, je voulais vraiment me professionnaliser vite. Et surtout quand t'es en alternance, l'entreprise paye tes frais de scolarité et te paye toi aussi, donc ça me permet d'avoir un salaire et en même temps de ne plus payer mes frais de scolarité qui sont quand même très élevés. Dans la prochaine question je vais vous dire à peu près combien ça coûte. Ensuite les plus de cette école pour moi c'est que vraiment la formation est faite pour te rendre créatif, donc c'est très sympa. On ne taxe pas directement sur la technique et on ne te mitraille pas de logiciels et tout directement, mais ça a aussi des points négatifs qui font que je suis peut-être moins avancée niveau logiciel que certaines personnes qui sont dans d'autres écoles, donc après c'est à vous de choisir ce que vous préférez. À l'ISA il y a beaucoup de créativité mais un petit peu moins de technique. Ensuite j'ai dit tout à l'heure que j'étais en alternance, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Trouver une alternance, surtout en 3e année, c'est très compliqué. Il y a pas mal de gens, même quasiment la moitié de la formation de l'année dernière qui n'a pas eu d'alternance, donc à peu près 30 personnes qui payent leur année en ce moment et qui sont pas du tout en alternance. Donc ça faut aussi le prendre en compte, c'est pas parce que vous faites cette formation en alternance que vous allez forcément réussir à trouver une entreprise qui peut vous prendre. C'est très compliqué de trouver des alternances, mais voilà, si vous sentez que vous pouvez y arriver, faites-vous confiance, allez-y, et n'hésitez pas parce que vous avez peur de pas trouver d'alternance et tout. Ensuite la deuxième question c'est les frais de scolarité. Combien ça coûte d'étudier l'architecture d'intérieur et surtout combien ça coûte dans mon école actuellement. Donc il y a énormément d'écoles différentes qui proposent des prix différents, mais il faut savoir qu'en général l'architecture d'intérieur c'est une formation qui n'est jamais ou très peu gratuite. Si vous voulez vraiment spécifiquement vous diriger vers l'architecture d'intérieur, les formations sont souvent privées, les écoles sont très souvent privées, je connais vraiment pas beaucoup de formations qui soient gratuites. Et du coup il y a pas mal d'écoles, surtout à Paris, qui sont assez chères. C'est les meilleures écoles de France, mais elles sont entre 10 000 et 12 000 euros l'année, ce qui est un budget énorme, surtout qu'elles ne proposent pas d'alternance. Ça veut dire que vous payez les 5 ans à 10 000 ou 12 000 euros, c'est énorme. Ça fait quasiment à la fin de vos études 60 000 euros. Je sais pas si tout le monde peut se permettre ça et je pense pas, moi non plus je ne peux pas en fait. Et donc moi personnellement ma formation sur les 2 premières années où j'étais pas en alternance m'a coûté 14 000 euros, parce qu'en gros la première année à l'ISA était à 7 000 euros je crois, peut-être que ça a augmenté entre temps, mais moi c'était 7 000, 7 500, et la deuxième année a été à 8 000, 8 500, je sais plus trop, mais voilà. Donc évidemment on peut payer ça tous les mois et pas tout d'un coup parce que ça fait beaucoup trop à sortir d'un coup, ce qui est compréhensible. Et moi c'est ce que j'ai fait, ma maman m'a aidé à payer tous les mois un petit peu l'école. Après si vous vivez pas dans la ville de vos études c'est compliqué parce qu'il faut aussi avoir un appartement, ce qui a été mon cas. J'ai dû prendre un appartement à Bordeaux et d'ailleurs dans la dernière vidéo vous le voyez, il me coûte 550 euros par mois. Donc ça augmente encore les frais de scolarité sans compter la nourriture, le matériel et tout.
C'est quand même un coût qui est hyper important et qui est pas du tout négligeable, c'est hyper galère de payer ça et je le comprends très bien, mais il y a pas mal de solutions qui existent. D'ailleurs on va en parler dans la première... je bégaye de fou. D'ailleurs on va en parler dans la prochaine question, voilà. La question suivante c'est est-ce que c'est possible de cumuler les études et un job à côté? Et je vais l'ajouter à une autre question qui est c'était quoi ton job étudiant en première année? Parce qu'il y en a qui savent que j'avais un job étudiant en première année, donc oui, c'est possible de cumuler un job étudiant avec ses études. Donc moi en première année j'étais vendeuse dans une boulangerie en bas de chez moi pendant les week-ends et oui c'était faisable, c'était hyper compliqué au niveau du temps pour soi et du temps de travail à l'école parce que les projets prennent un temps fou, mais ça restait faisable. J'ai réussi à tenir toute une année comme ça pour pouvoir payer mon loyer et tout. Et ce qu'il faut savoir c'est que ce job n'a pas du tout été ma première expérience pour vraiment pouvoir payer mes études. J'ai fait 1 an de césure et j'ai travaillé en tant que charcutière au Cora près de chez moi à Metz. Et en gros pendant 1 an j'ai travaillé en 35 heures en tant que charcutière, donc vraiment rien à voir avec ma formation. J'ai pas trop kiffé l'expérience d'ailleurs, c'était vraiment pas ouf, mais ça a réussi à payer mes études en fait. Donc je gagnais un SMIC, je gagnais genre 1100 € par mois et je mettais tout de côté pour pouvoir payer mon année et bah ça a marché. J'ai réussi à payer mon année, j'ai réussi à payer mon loyer. Et je suis là aujourd'hui donc tout va bien. Mais voilà, donc les frais de scolarité, même si vous n'avez pas trop de fonds à la base, c'est possible de les payer sans forcément prendre un prêt étudiant, parce que prendre un prêt étudiant ça implique de le rembourser et tout, enfin c'est assez compliqué et moi j'étais vraiment pas trop chaud pour ça. Donc il faut beaucoup de courage et de détermination et de persévérance aussi pour continuer dans cette direction, mais c'est possible. J'ai réussi à le faire, ça a été très compliqué mais vous pouvez y arriver vous aussi. Question suivante, comment tu t'organises entre tes cours, alternance, job étudiant? Donc l'alternance c'est un rythme de 2 semaines d'entreprise, 1 semaine d'école, donc il y a 1 semaine à chaque fois où je suis à Bordeaux à l'école et 2 semaines où je suis en entreprise à Paris. Et bah, l'organisation, ça se fait tout seul, juste je vais au travail et je vais à l'école quoi. Et ensuite pour mon job étudiant, actuellement je n'ai plus de job étudiant, je suis créatrice de contenu, c'est ça mon job étudiant et c'est trop bien d'ailleurs. Donc ça demande tout autant, voire plus de travail qu'un job étudiant, mais c'est possible de s'organiser parce que je le fais, même si je le fais un petit peu de façon aléatoire, je vous avoue je suis vraiment pas très douée en organisation, je suis un peu comme ça, cata genre. Mais voilà, si vous voulez quelques conseils d'organisation, j'essaye de travailler régulièrement. Dès qu'on a un projet, je le fais le plus vite possible pour ne pas me retrouver en retard, même si je suis quasiment tout le temps en retard en vrai j'avoue. Et après en entreprise on n'a pas spécialement de devoirs après, donc juste bah je suis à l'entreprise et je travaille. Et pour tout ce qui est création de contenu et tout, je m'en occupe en général les week-ends. Je fais mes montages et mes tournages le week-end et j'essaye aussi de faire un petit peu de montage les soirs en rentrant de l'entreprise et tout, parce que c'est quelque chose que j'aime faire. Et faire un montage ça me demande pas une concentration extrême, donc j'arrive à le faire en étant fatiguée de la journée, donc voilà, juste je travaille un petit peu tout le temps, j'ai vraiment aucun jour de pause, ça c'est un peu compliqué, mais voilà, on s'en sort quand même. Ensuite, est-ce que c'est dur les études d'architecture d'intérieur? Une note sur 10. Donc pour ça je dirais environ 7. Entre 7 et 8 sur 10, donc on va dire 7,5 sur 10 de difficulté. En fait c'est pas si dur que ça, le plus dur je pense c'est de rester concentré tout le temps. Enfin juste de garder la tête haute et de garder la vision de la fin de l'année et tout. Enfin je sais pas comment l'expliquer, mais le truc compliqué c'est vraiment de se dire que il y a une fin au projet, ça va aller, on va s'en sortir et faut rester fort mentalement. En fait le plus dur je pense que c'est le mental dans l'architecture d'intérieur, c'est pas forcément les projets. Je m'explique, les projets en soi c'est de la création, donc ça reste quelque chose de assez vague et assez faisable pour tous entre guillemets, parce que on peut pas vous juger sur vos idées, mais on va vous juger, je bégaye, sur votre technique, donc c'est assez... Enfin c'est accessible, c'est pas ce qui est compliqué. Ce qui est vraiment compliqué dans les études d'archi pour moi c'est le taux de travail. Je pense que vous voyez pas mal de vidéos et moi aussi j'en vois beaucoup de gens qui font des nuits blanches et tout, et d'ailleurs j'en fais très souvent aussi. Bah en fait c'est la vérité, les études d'archi c'est ça, c'est très prenant. On a quasiment pas de vie à côté et c'est triste mais c'est la vérité en fait. C'est difficile d'avoir une vie extérieure
à côté et de pouvoir faire tous ses devoirs et tout. Surtout la première et la deuxième année, ça a été le plus compliqué parce qu'il n'y a pas d'alternance. Quand t'es en alternance, c'est un peu plus chill niveau devoir, mais il y a d'autres contraintes qui font que t'as pas le temps non plus. Mais ouais, du coup, pour toutes ces raisons-là, je dirais 7,5 sur 10 parce que c'est très chronophage en fait comme étude et ça demande beaucoup d'attention tout le temps. Il faut rester concentré et c'est difficile sur la durée en fait. Question suivante, est-ce qu'il faut savoir dessiner? Non. Enfin, oui et non. Je vais vous expliquer. C'est une question qui revient hyper souvent. Est-ce qu'il faut savoir dessiner pour entrer en école d'archi? C'est toujours bien de savoir le faire évidemment. Je vais pas vous dire non, ça sert à rien. Oui, vous allez apprendre à dessiner, donc savoir dessiner c'est utile, mais c'est pas obligatoire. En tout cas dans mon école, personnellement je savais très bien dessiner avant d'entrer à l'école parce que j'adore ça. Mais je connais pas mal d'étudiants qui ne savent pas du tout, et encore aujourd'hui qui ne savent pas du tout dessiner. Ils ont galéré pendant la première année parce que la première année c'est full création et dessin à la main et tout. Mais les années suivantes c'est du dessin à l'ordinateur et des plans à l'ordinateur. Donc en soi pas vraiment besoin de savoir de dessiner et tout à fond. Ça s'apprend à l'école et c'est pas non plus quelque chose qui va vous pénaliser énormément, même si la première année c'est vraiment très compliqué de s'en sortir sans dessin. Ça s'apprend et gardez confiance en vous, même si vous savez pas dessiner. Ensuite, comment préparer un portfolio, celui de la rentrée? Donc là je pense que la personne qui a posé cette question, elle parle surtout du portfolio d'entrée à l'école. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un portfolio, c'est un peu votre CV créatif. Ça va regrouper tout ce que vous savez faire, mais au niveau créatif. Donc, pas vos expériences, comme sur un CV normal, mais vos talents, entre guillemets. Donc je vais vous mettre quelques images de mon portfolio juste ici et à quoi il ressemble. Un portfolio, c'est assez créatif, ça doit être joli à voir, ça doit être propre et organisé. Et mes quelques conseils pour faire un bon portfolio, ce serait d'avoir une jolie DA, donc inspirez-vous de portfolios que vous trouvez jolis et surtout, ne vous limitez pas à mettre que des projets qui ont un lien avec ce que vous voulez faire. Exemple. Donc si par exemple vous voulez aller dans une école d'architecture d'intérieur, ne mettez pas que des projets d'architecture d'intérieur que vous avez fait parce que déjà je sais pas s'il y en aura beaucoup parce que vous n'avez pas encore d'expérience dans le milieu, mais mettez surtout tout ce que vous savez faire de créatif. Genre si vous savez faire de la couture, mettez-le, mettez des photos de votre couture et tout, enfin de vos créations dans votre portfolio. Si vous savez faire du dessin, mettez vos créations. Si vous êtes bon en montage vidéo, mettez-le. Enfin, trouvez un moyen de le mettre. Il y a des portfolios qui sont version PDF et tout, mais il y a des portfolios qui peuvent être version site web. Enfin, il n'y a vraiment aucune limite étant donné que c'est de la création. Ne vous limitez pas à un truc en particulier et juste mettez tout ce que vous savez faire, mettez-vous en avant le mieux possible. Ça, c'est une question qui revient hyper souvent, mais quelle option choisir au lycée pour devenir architecte d'intérieur? Je vais vous donner encore mes exemples personnels, mais moi au lycée, j'ai fait option mathématiques, sciences de l'ingénieur et physique-chimie. C'était horrible, ne faites jamais ça si vous êtes un créatif, enfin perso j'ai détesté. Et du coup j'étais pareil que vous à l'époque, j'allais aux portes ouvertes des écoles et je demandais à chaque fois à quelle option je devais prendre au lycée et tout pour pouvoir rentrer en archi. Et je pensais vraiment que c'était les maths à fond et tout, mais pas du tout, mais vraiment pas du tout. Typiquement quand j'ai demandé à une intervenante à une journée porte ouverte un jour, elle m'a dit mais prends ce que tu veux, juste prends quelque chose dans lequel que tu te sens bien en fait, parce que ce qu'il faut c'est juste avoir son bac et avoir une bonne note à ton bac. Après je sais que ça dépend beaucoup des écoles, donc renseignez-vous, allez aux portes ouvertes des écoles qui vous intéressent et demandez aux gens de l'admission directement. Mais pour moi à l'ISA, j'avais pas besoin d'une formation particulière, mais je sais qu'il y a une formation que certaines de mes amies ont faite et qui est vraiment très bien pour cette discipline en particulier. C'est la formation STD2A. Et donc cette formation, il me semble que c'est un bac pro, donc c'est pas général, mais c'est un bac qui te permet de te former à tous les métiers créatifs. Donc c'est un bac pendant lequel tu vas faire de l'architecture d'intérieur, tu vas faire des planches de dessin et tout, tu vas faire de la mode, tu vas faire un petit peu de tout ce qui est créatif pour te spécialiser ensuite vers les écoles créatives. Donc si je dois vraiment répondre à une formation, je dirais ça, mais sinon je dirais qu'il faut juste avoir la formation qui vous convient le mieux, celle dans laquelle vous vous sentez le mieux, et allez vous renseigner auprès des écoles directement, elles vous diront exactement ce qu'elles veulent en général.
Ensuite, il y a deux questions que je trouve intéressantes que je vais regrouper. C'est tu passes combien de temps sur tes projets et quel est ton projet en ce moment, donc le projet qu'on fait en ce moment en archi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'un projet d'archi, ça prend énormément de temps et ça demande une longueur de projet qui est assez importante. Ça veut dire que quand on vous donne le brief du projet, vous n'allez pas avoir le rendu la semaine prochaine. Le rendu, ce sera dans 3 mois. Genre. En gros, un projet d'archi, ça se déroule en 3 étapes. Donc il y a l'étape d'analyse. C'est une étape qui va durer à peu près un mois et demi. Et là, on a un rendu d'analyse et tout. Ensuite, il y a l'étape d'hypothèse. C'est l'étape pendant laquelle vous allez donner 3 hypothèses sur vos envies pour ce projet. Genre ce que vous avez envie de faire dans ce bâtiment ou peu importe le projet. Et ensuite, après cette étape qui dure à peu près 3 semaines, un mois, on aura l'étape de rendu et de développement final. Donc pendant cette étape, vous allez choisir une hypothèse de ce que vous avez fait avant, qui vous a plu ou qui vous a le plus plu, et vous allez la développer pour en faire une hypothèse finale, et ce sera le rendu avec maquette et tout, et ça dure pareil un mois à peu près à faire. Et donc en gros pendant un projet d'archi il y a plusieurs rendus dans un seul projet, donc ça prend à peu près 3 mois en tout, mais il y a un mois entre chaque rendu en général. Et le projet qu'on fait en ce moment, c'est un projet qui est hyper intéressant, d'ailleurs je suis très contente de ce projet. C'est un projet de rénovation d'une maroquinerie et d'une boutique à Saint-Jean-de-Luz. Et donc on vient de commencer ce projet justement, j'ai trop hâte, je vais vous le montrer sûrement sur TikTok et tout parce que je pense que ça va être vraiment très très bien. Et en gros on repense l'atelier de création d'une maroquinerie qui fait aussi boutique, donc voilà, ça va être super intéressant, on va faire ça et je vais vous montrer toutes les maquettes et tout. J'avais pas vu mais j'avais aussi enregistré une question qui est: est-ce qu'on a besoin d'être bon en maths pour faire des études d'architecture d'intérieur? Du coup j'y ai répondu je pense dans la question précédente, mais c'est comme le dessin, en gros on en a vraiment pas trop besoin, surtout l'architecture d'intérieur, on fait absolument pas de maths, enfin les trucs basiques quoi, genre 1+1 et prendre des cotes et tout, mais ça je pense que tout le monde sait le faire. Mais nous on n'a pas besoin d'être extrêmement doué en maths, de savoir faire des théorèmes et tout, comme ce qu'on peut faire au lycée, enfin c'est pas vraiment utile dans la formation. Et on n'a aucune matière qui ressemble à des mathématiques, donc non, pas besoin d'être fort en maths pour faire de l'architecture d'intérieur. Vous en avez la preuve, j'avais littéralement 3 de moyenne en maths au lycée, c'était une catastrophe, vraiment une catastrophe. D'ailleurs, petite anecdote, je suis absolument pas fière de ça, mais j'ai failli ne pas avoir mon bac parce que justement j'avais choisi des matières qui sont beaucoup trop compliquées et qui n'étaient pas du tout dans mes intérêts en fait. Et j'avais de très mauvaises notes au lycée, j'avais genre même pas la moyenne dans mes matières principales. Le seul truc qui m'a sauvée c'est la philosophie, enfin voilà. Donc non, pas besoin d'être fort en maths ni en sciences pour faire de l'architecture d'intérieur. Quel logiciel on utilise en architecture d'intérieur? Très bonne question, je pense que ça peut être utile de savoir utiliser les logiciels avant d'entrer à l'école parce que ça peut vous aider vraiment beaucoup. Donc moi personnellement j'utilise SketchUp pour la 3D, Archicad pour les plans et la 3D aussi, c'est un peu plus dur que SketchUp donc je vous conseille d'abord de commencer par SketchUp et ensuite Archicad. Tout ce qui est rendu, j'utilise Twinmotion parce que c'est gratuit. C'est bien. Pour tout ce qui est mise en page, photo et tout, j'utilise Photoshop, Illustrator, InDesign et Canva pour la mise en page. Je sais que mes profs détestent qu'on utilise Canva, mais pardon, c'est trop pratique en fait. Donc ça c'est vraiment la liste des logiciels que j'utilise le plus. Je crois qu'il n'y a rien d'autre qui me vient en tête là. Donc c'est tout. Quel est le matériel qu'on utilise en archi? Alors là, me lancez pas. Je vais vous sortir mes amours de ma vie, littéralement. Mon ordinateur, c'est littéralement mon enfant, je l'utilise tous les jours, genre s'il n'est pas avec moi 8 heures par jour. Du coup ça c'est vraiment l'indispensable, c'est un Huawei MateBook 16S je crois, c'est pas du tout sponsorisé, je l'ai payé entièrement, d'ailleurs il m'a coûté 1600 € je crois, il était très cher. Mais il fonctionne plutôt bien et je peux faire tourner tous les logiciels dessus, donc le premier matériel qu'il faut absolument avoir, c'est un très bon ordinateur qui fera tourner les logiciels de 3D et tout parce que ça pèse extrêmement lourd. Donc voilà, un ordinateur premier, important. Ensuite, un petit peu moins important, vous allez moins vous en servir mais tout de même indispensable, en tout cas pour moi, je l'utilise tous les jours, c'est un iPad, je l'utilise tout le temps. Pareil, c'est pas sponsorisé, mais j'aimerais bien Apple, si vous voulez me sponsoriser,
aidez-moi. Du coup mon iPad, je m'en sers absolument tous les jours, j'écris mes notes dessus, j'écris mes cours, je fais tout en fait, et je fais aussi énormément de dessins, et ça me sert pour mes projets. Quand on doit faire des diapos et tout qui sont un peu jolis, ben, je fais tous mes dessins là-dessus sur Procreate en particulier, et je prends mes notes sur GoodNotes. Et l'iPad, pas besoin de prendre un truc hyper cher, hyper récent. Moi je l'ai pris sur Back Market et il m'a coûté 500 € je crois. C'est l'iPad Air 4 avec 64 Go, donc vraiment la base des bases. Et j'ai pris le petit stylet parce que ça c'est indispensable. Si on a un iPad et qu'on n'a pas de stylet, ça sert à rien. Et ensuite, il n'y a pas vraiment d'outils type à avoir. C'est des crayons de papier, des règles, des cutches, les petits trucs là qui servent à prendre les échelles. Enfin voilà, des matériaux pour la maquette, enfin pour vos maquettes, mais ça vous les trouvez dans les magasins d'art et ça vient au fur et à mesure des projets en fait, donc ne vous pressez pas pour acheter ça. Ensuite, vous m'avez posé des questions un peu plus personnelles mais trop mignonnes, vous vous intéressez à ma santé mentale, c'est trop chou, merci. Du coup, il y a 3 questions qui sont un peu dans le même style. Est-ce que tes études te plaisent? Ensuite, est-ce que c'est dur mentalement? Et ensuite, est-ce que tu as des moments de doute? Oui, oui à tout en fait. Donc oui, j'adore mes études, c'est pour ça que je vous en parle tout le temps, parce que c'est vraiment une passion, et c'est des études passion en fait que j'ai faites parce que j'aimais ça dès le début. Mais c'est vrai que c'est très compliqué mentalement, je vous en parlais tout à l'heure, c'est une charge mentale à avoir constamment. C'est dur de rester 5 ans comme ça, enfin moi ça fait que 3 ans, mais 5 ans à se dire que t'as pas de vie en fait pendant 5 ans, tu travailles tout le temps, tu fais des maquettes tout le temps, tu dors pas, enfin oui c'est compliqué, mais ça reste une passion, donc ça va, entre guillemets. Et est-ce que j'ai des moments de doute? Oui, beaucoup. Vous l'avez vu dans la dernière vidéo, vous m'avez vu en train de pleurer. C'est des moments qui arrivent à tout le monde, c'est normal d'avoir des moments de doute, ça m'arrive absolument tous les jours. Je pense que vous aussi, vous avez pas mal de moments de doute et c'est absolument normal de se poser des questions, de pas savoir ce qu'on veut faire, de pas savoir si on va y arriver. Mais faut savoir que ces moments disparaissent toujours et finissent par se remplacer par vos envies en fait. Et je pense qu'il faut toujours garder la tête haute, toujours voir le positif de ce qu'on fait, même si je dis ça mais je suis la première à dire que ce que je fais c'est nul et tout, et ne jamais être contente de moi. Je pense qu'il faut rester vraiment positif tout le temps et se rendre compte de la chance qu'on a en fait de faire des études comme ça, et de la chance qu'on a d'étudier tout simplement. Donc voilà, il y a une grande dame qui a dit plus égale plus, et je suis 100% d'accord avec ça. Il faut être positif pour attirer le positif et pour pouvoir continuer. Voilà. Ensuite, je pense qu'on arrive bientôt à la fin. J'ai mal à la bouche tellement je parle. J'ai pas l'habitude de parler beaucoup, vraiment je parle très peu en général, mais là j'ai mal littéralement ici. Vous voyez quand on sourit trop, et ben là pareil, j'ai trop mal. Du coup... oh mince, je vous ai bougé. Quels sont les points communs et les différences entre architecte et architecte d'intérieur? Très bonne question, c'est une question qu'on me pose souvent, et d'ailleurs même moi avant de faire l'architecture d'intérieur je ne savais pas du tout c'était quoi la différence, et je vais vous expliquer aujourd'hui parce que c'est pas les mêmes métiers, c'est vraiment, enfin faut bien choisir dès le début, c'est des métiers qui n'ont rien à voir même si le nom se ressemble. Donc en gros on va dire que l'architecte est au-dessus entre guillemets de l'architecte d'intérieur niveau diplôme. Si vous faites des études d'architecture pure en ENSA etc, vous allez avoir un diplôme qui vous permet d'être architecte d'intérieur, mais pas l'inverse. Vous pouvez pas avoir un diplôme d'architecte d'intérieur et vous dire architecte parce que ça marche pas, c'est illégal, et vous pouvez pas faire des constructions en étant architecte d'intérieur. Je m'explique. Du coup, un architecte d'intérieur, il est limité à des constructions de 150 mètres carrés et il va devoir faire appel à des bureaux d'études et tout pour vérifier ses constructions, tandis qu'un architecte normal, lui, peut construire ce qu'il veut. Il va aussi faire appel à des bureaux d'études pour checker un peu ce qu'il a fait pour voir si ça tient debout, mais il peut construire une surface qui n'a aucune limite entre guillemets, parce qu'il a un diplôme qui s'appelle le diplôme HMNOP, je sais plus, mais c'est un diplôme qui permet de construire, de créer des maisons, des trucs comme ça, et des bâtiments sans restriction de taille. Mais du coup l'architecture pure et dure c'est quelque chose qui est très technique, qui est bien plus complexe que l'architecture d'intérieur entre guillemets, au niveau de la technicité et des matériaux et tout.
parce que c'est quelque chose qui demande beaucoup de savoir. Et là par contre on aura des mathématiques, des sciences et tout. Donc personnellement je trouve ça plus compliqué. Je sais qu'il y en a qui vont préférer, tant mieux. Mais voilà, donc ça c'est la principale différence entre architecte et architecte d'intérieur. Ensuite un architecte d'intérieur lui va plutôt s'occuper des espaces intérieurs comme son nom l'indique. Tandis qu'un architecte simple, lui, va plutôt s'occuper des bâtiments et des façades, enfin de monter les bâtiments en fait et de les faire tenir debout. Quand un architecte d'intérieur, lui, va s'occuper des cloisons, de comment répartir les espaces, comment fluidifier la circulation des espaces et tout. Donc voilà, un architecte d'intérieur va plutôt s'occuper de l'agencement d'un espace et pas du tout de la décoration normalement, mais bon, beaucoup d'architectes d'intérieur font de la décoration parce que c'est la continuité du métier. Un architecte lui va s'occuper simplement de faire tenir debout la maison ou le bâtiment ou le musée, peu importe ce qu'il va construire. Ce que je dis là c'est vraiment pas très précis, je suis désolée, c'est pas hyper pro, mais s'il y a des professionnels qui passent par là, n'hésitez pas à nous expliquer en commentaire et corriger mes propos si je dis n'importe quoi. Et dernière question, après on arrête là parce que je pense que je vous ai fait un trou au cerveau à force de parler. Je sais même pas combien de temps va durer cette vidéo, mais je pense 30 minutes c'est abusé. Du coup la question est trop mignonne, on termine sur une note positive. Qu'est-ce qui t'a donné ce goût pour l'esthétique? Parce que je m'en inspire, c'est trop chou. Merci parce que ça veut dire que tu aimes mon esthétique, tant mieux, j'adore. Donc je pense que ce goût pour la décoration et tout, je l'ai toujours eu en soi parce que j'ai toujours adoré les beaux intérieurs, les beaux objets, enfin tout ça, même quand j'étais petite j'adorais ça. Mais je pense que j'ai réussi à l'affiner en me cultivant beaucoup, en regardant énormément de vidéos sur l'architecture d'intérieur, en lisant des magazines. Attendez, je vais vous chercher mes magazines préférés. Alors ça c'est le Saint Graal. Vraiment, si vous m'offrez des magazines ou encore mieux, vous savez les gros bouquins là, les gros bouquins AD et tout qui coûtent super cher, si vous m'offrez ça, je suis la plus heureuse du monde parce que je trouve ça trop beau, j'adore ça, j'adore les avoir avec moi en déco et les lire et tout. Donc voilà, ça c'est mes petits magazines préférés. Donc il y a la base des bases, c'est AD. Tous les magazines font à peu près la même chose, mais AD ils font pas mal de vidéos sur YouTube aussi où ils montrent les intérieurs de stars, genre l'intérieur de chez Kylie Jenner, l'intérieur de Dakota Johnson et tout. Et ils font aussi des éditions dans leur magazine où ils montrent les créations d'architectes. Donc ça c'est top si vous voulez développer votre culture architecturale d'intérieur surtout. Parce qu'il y a pas mal de créations d'architectes du moment. Ensuite il y a Milk Décoration, pareil, un magazine d'intérieur qui montre des créations d'architectes, des créations de stars, enfin bref, la même chose qu'AD. Et ensuite ça c'est mon petit chouchou, c'est Open House, il est en anglais. Donc je comprends pas grand chose quand je le lis, mais du coup on voit des créations qui changent un petit peu de AD et qui sont un petit peu moins connues peut-être, avec des créateurs qui sont plutôt anglophones et tout, c'est très sympa. J'aime beaucoup ce magazine. Et voilà, il y a encore plein d'autres magazines, mais je vais pas tous vous les faire maintenant. Donc on en revient à la question de base qui est comment j'ai développé mon goût pour l'esthétique et comment j'ai su aiguiser ma culture un petit peu architecturale et ma culture esthétique entre guillemets. C'est vraiment en m'abonnant à plein de comptes que je trouve jolis. Tout ce qui est source d'inspiration et qui peut être joli, je m'abonne parce que j'adore ça. Moi j'adore les comptes où on me présente des intérieurs qui sont beaux, j'adore les comptes où on me présente même des vêtements qui sont jolis et tout. Pinterest c'est ma vie, même si j'ai un propos un peu nuancé sur Pinterest parce que j'ai l'impression que en tant que créative c'est un peu redondant. On voit un peu tout le temps la même chose sur Pinterest. Donc voilà, pour moi, pour cultiver son goût de l'esthétique, faut s'abonner à plein de comptes, s'abonner à des magazines et tout qui vous plaisent en fait. Abonnez-vous aux gens que vous aimez, qui vous inspirent et qui font quelque chose d'intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je suis trop contente d'avoir pu répondre à toutes vos questions. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les donner en commentaire pour que je puisse y répondre. Ça m'a fait trop plaisir de pouvoir vous parler un petit peu, ça change comme format. Je vous remercie encore 1000 fois pour tout l'amour que vous me portez, je trouve ça exceptionnel et je vous fais des gros bisous, bye.